TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion Le Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 8, aussi appelé l'épisode Romain Grosjean. Oui, c'est le numéro de course du français depuis 2014 et cette fin de semaine, Grosjean participait à son 150e Grand Prix en Formule 1, lui qui est dans la compétition depuis 2009. Félicitations Romain! Et c'est d'ailleurs à Montréal où il a obtenu son deuxième podium en 2012 en finissant deuxième. Alors au menu cette semaine, on revient sur le week-end du Grand Prix du Canada, 7e manche du championnat du monde de Formule 1 2019. On a atteint le tiers de la saison avec cette course à la maison, chez nous, disputée au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame et qui s'est terminée dans la controverse. Vous allez comprendre. Je pense que vous savez pourquoi, mais nous allons définitivement en débattre. Mais quelle course! Quelle course! Il faut l'admettre, quelle course! On s'est plein on s'en attendait tellement pas à qu'est-ce qui allait arriver en fin de semaine. Oh oui! On avait beaucoup de prédictions, on avait fait des prédictions pour la course, mais ça s'est avéré carrément des mauvaises prédictions parce qu'il y a tellement eu de revirements inattendus. Oui? Très inattendus. Mais honnêtement, très belle course, une belle course intéressante. Oui, et effectivement. Et la voix que vous entendez, c'est le retour de la voix sexy de mon co-animateur, Brian Huette. Comment Bonjour. vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Oui, il n'était pas là lors du Grand Prix de Monaco et des 500 000 d'Indianapolis. Ouais, dû à un empêchement malheureusement. Ouais, donc ouais, ça arrive des empêchements. Donc c'est moi qui ai assuré le travail tout seul. Mais Brian s'est promis. Il a promis en fait d'être de retour pour la course la plus importante de la saison. Oh oui. Le Grand Prix du Canada, une course disputée chez nous et qu'on connaît même très bien, Brian. Très bien, ouais. Exactement. Alors, ne tardons pas tout de suite. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Alors, le Grand Prix du Canada, 7e manche, le tiers de la saison du championnat du monde 2019 de Formule 1 s'est terminé, disons, avec une note un peu sûre. Mais avant de parler de ça, on va vous donner le classement du Grand Prix du Canada 2017. Brian, vas-y. Bon, donc on commence en P1 avec Lewis Hamilton qui a fait un temps de 1h29 et 7 secondes. Très belle course pour lui, constant tout au long. P2 Vettel, P3 Charles Leclerc. Fait que c'est un petit doublé Ferrari à la deuxième et la troisième place. Ensuite, on retrouve à la quatrième place Valtteri Bottas et à la cinquième place Max Verstappen. Ensuite, à la sixième et la septième place, on retrouve respectivement Ricciardo et Nico Hülkenberg, les deux Renault. Ouais. À la huitième place, on retrouve Pierre Gasly. À la neuvième place, étonnamment, on retrouve Lance Stroll, notre Canadien. À la dixième place, qui termine le pointage, Le top 10. le top 10, on retrouve Daniel Kvyat. Ensuite, de P11 à P18, on retrouve Carlos Sainz, Sergio Perez, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, George Russell, Kevin Magnussen et Robert Kubica. Et les deux pilotes qui n'ont pas fini la course, on retrouve Alexander Albon et Lando Norris. Et celui qui marque le point pour le meilleur tour en course, c'est Valtteri Bottas en 1 minute 13, 0,78. Et celui qui a réalisé, et l'écurie qui a réalisé le meilleur arrêt au puits, c'est Williams en 2 secondes. Et le pilote du jour, ça je suis peut-être pas d'accord avec la décision, c'est Sebastian Vettel. Brian, tu as dit que Hamilton a gagné la course devant Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Ouais.
Mais en vérité, c'est Vettel qui a franchi la ligne en premier. Exactement, dans le fond. Dans le fond, ce qui s'est produit, c'est qu'au 48e tour, on voyait vraiment clairement que Sébastien Vettel se faisait chasser par Lewis Hamilton. Il y avait vraiment des petits gaps entre 1 et 1,4 secondes, à vraiment des gaps de 0,3 secondes, vraiment d'écart entre les deux voitures. Et je pense que, tu sais, on sait que Montréal, c'est dur sur les freins, c'est dur sur les pneus, surtout qu'hier, on avait une grosse température très, très chaude. 28 degrés et 51 sur la piste. Sur la piste, oui. Puis le soleil plombait sur la piste au complet. Ce qui s'est produit, c'est que au début du 48e tour, au virage 3, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais Vettel aurait soit fait une erreur, soit aurait freiné un petit peu trop tard, puis il se serait ramassé sur l'enlherbe, en fait, c'est ça. Puis on voit Hamilton suivre la ligne de course au virage 3, puis la réentrée de Sébastien Vettel, ben il a failli coller Hamilton contre le mur. Oui. Dans le fond, ce qui s'est produit, c'est que moi, je pense que Sébastien Vettel n'avait aucune place où aller autre que le retourner en piste. Il a été chanceux que sa voiture ait eu l'adhérence qu'il était supposé avoir, puis pas rentrer sur Lewis Hamilton, puis que les deux se ramassent sur le mur. La controverse dans tout ça, c'est que la FIA les ont rentrés sous investigation en plein milieu du tour 48-49 pour rentrer sur la piste non sécuritaire de la part de Sébastien Vettel. Surtout qu'il était en avant d'Hamilton. Il était encore en avant d'Hamilton après ce petit oupsie-là, qu'on peut dire. Puis Vettel était très, 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 très fâché. Il savait pas où aller. Il avait clairement dit... Il avait clairement dit à son écurie, écoute, je suis focus, mais là c'est parce que j'avais aucune place où aller, je comprends pas ce qui s'est passé. Puis vraiment, on voyait que il était vraiment fâché contre lui-même, puis fâché contre la décision des commissaires de course. Oui, parce qu'il a obtenu une pénalité de 5 secondes justement pour retour en piste dangereuse devant Hamilton. Puis si vous avez vu peut-être des photos passées, il y en a une très probante où on voit justement Vettel devant Hamilton. Hamilton qui est les 4 roues hors à l'extérieur de la ligne blanche. Toi, Brian, est-ce que tu penses que c'est une pénalité justifiée? Pour être honnête avec toi, dans les circonstances que ça s'est produit, non, ce n'est pas une pénalité qui est justifiée. Moi, c'est mon opinion personnelle. Pourquoi? Parce que si on voit bien, moi puis Abdou qui travaille au parc puis connaît quand même très bien le circuit Gilles-Villeneuve, on peut clairement voir qu'au virage 3, il n'y a pas ben de place pour une voiture, il n'y a pas vraiment de sortie de secours, autre que passer sur le gazon. Puis surtout qui a été très chanceux de ne pas avoir percuté le mur à sa rentrée sur le circuit. Fait que moi, personnellement, j'en dis que c'est une pénalité que oui, elle a été réfléchie, mais elle n'a pas été bien réfléchie. Bien réfléchi. Ouais, moi je pense que il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas une pénalité. Je comprends la décision du commissaire Emmanuel Epireux, qui est un ancien pilote de Formule 1 et aussi triple vainqueur des 24 heures du Mans, d'appliquer la règle pour justement une rentrée ou puis retour en piste dangereuse. Mais en même temps, Vettel, on le voit on le voit à la reprise quand il revient justement après le virage 4, qu'il dérape un petit peu. Il a un peu du mal à calibrer sa Ferrari. Il voit aussi dans les rétroviseurs qu'il essaie de voir où se trouve Hamilton. Donc, encore là, il a été bien chanceux que ça ne se soit pas fini en contact ou même gros accident. Non, c'est ça. Mais quand même, tout ça est parti d'une erreur que Vettel a faite. Exactement. Parce qu'il était sous pression. Hamilton avait, je pense, 2 ou 3 tours de moins sur l'usure de pneus. Donc, il était clairement plus rapide. Donc, oui, on peut dire que peut-être la pénalité a été imposée sévèrement dans les circonstances. Mais tout ça est parti d'une autre erreur de Vettel. Et surtout, il menait la course, qu'il dominait complètement. Il avait sous contrôle. Donc,
Moi, je pense qu'il y a un favoritisme au niveau chez Ferrari, comme dans l'époque qu'il y avait avec Michael. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait beaucoup d'erreurs que Ferrari faisait, puis que la FIA avait les yeux bandés là-dessus. Puis là, on voit que ça revient avec un peu avec Lewis Hamilton puis Mercedes. Il est Moi, même, personnellement, ce que je vois, c'est que je trouve intouchable par la FIA puis par les autres écuries. Puis ça fait 2 fois en 2 courses que je regarde qu'il a fait 2 fois en 2 courses, il y a des pénalités, puis que c'est toujours à l'avantage des Mercedes. Ouais, mais ça, c'est parce que... Est-ce que l'autre, tu fais référence à laquelle? Juste Je fais référence à Monaco. Ah, Monaco... Avec Verstappen puis Bottas. Ah, ouais, mais ça... Ouais, Monaco, c'est clair, Brian. Verstappen... en fait, Red Bull fait sortir Verstappen devant Bottas de manière dangereuse, parce que là, il y a contact. Ça, là-dessus, il y a pas de débat. Là, c'est clair. Oui, c'est ça, mais je veux dire qu'on a déjà sanctionné. On a pour des erreurs pires que ce qui s'est passé avec Vettel, puis on les a pas sanctionnés. Ouais, non, c'est ça. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui font référence à Hamilton Ricardo à Monaco 2016. Oui. Mais ça, encore là, c'est parce que on est dans 2 situations différentes. Hamilton rate sa chicane, oui, mais il revient, contrairement à Vettel, de manière plus sécuritaire, puis il parvient quand même à revenir devant Ricardo qui doit se rétracter. Là-dessus, la FIA a pris la bonne décision. OK. Dans le cas de Vettel, oui, je comprends. Oui, on va le dire, on peut dire pendant toute la journée, pendant toute la semaine, ou bien même jusqu'au Grand Prix de France, que la pénalité est sévère, injuste. Mais dans les circonstances, Emmanuel Pirot et son équipe de commissaires ont appliqué la règle qui est bien écrite dans le règlement de la FIA. Même si Vettel ne l'a pas fait de manière délibérée. C'est un instinct de pilote de revenir tout de suite sur la ligne de course. C'est ça. Mais en même temps, imagine si Hamilton avait tenté le dépassement, il y aurait eu probablement contact. Et encore là où je vais défendre Vettel, bonjour Pookie. Oui, en fait, ça c'était Pookie, le chien de Brian. On aurait voulu avoir son opinion sur l'incident, mais il a décidé de rentrer. En fait, je pense que lui ne m'aime pas vraiment. Hein. Non, je pense qu'il y a plus par des inconnus. Mais c'est pas grave, on n'est pas habitué avec toi, c'est normal. OK. Mais c'est ça, là, ce que je disais avant que ton chien vienne m'interrompre, c'est que là, je vais défendre Vettel. Et Jenson Button aussi le disait hier à Sky Sports F1, c'est que s'il se mettait un peu plus à la droite, il aurait probablement fait à tête à queue et peut-être aurait causé une collision avec Lewis Hamilton. Ça aurait pas été mieux. Ça aurait pas été mieux. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire là-dessus? Donc, c'est soit garder la gauche, puis probablement faire un tête à queue et s'éliminer lui-même, mais aussi Lewis Hamilton. Exact. Ou revenir directement dans la ligne de course, là où c'est peut-être sécuritaire, et garder sa place. Hamilton doit se rétracter. Donc, je comprends la décision de la FIA de sanctionner Vettel. C'est injuste, c'est sévère, mais faut pas trop faire en place. Je pense que c'est sûr que dans 2 semaines, on va en reparler parce que il y a le Grand Prix de France, ça va être un sujet de discussion. Ouais, c'est sûr. Mais de toute façon... Mais on doit parler que le pire, ce qui s'est produit, le pire, c'est pas l'incident qui s'est produit, c'est vraiment le aftermath. Oui! Vraiment, ce qui s'est produit, en fait, c'est que c'est... Moi, personnellement, je trouve ça un peu antisportif comme... J'étais là. J'étais devant quand ça s'est produit. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je trouve ça un petit peu antisportif comme situation. Juste pour mettre en contexte, oui. Vettel, il a fini son tour son dernier tour de refroidissement, on peut dire. Oui. Puis il est rentré au puits, mais c'est pas stationné près du podium. Ouais. C'est stationné à l'entrée des puits. Il a reculé sa voiture tout seul. Ouais. Il n'a pas enlevé casque, ni gants, ni tout son équipement. Pardon.
Puis il est parti directement Dans- voir les commissaires des courses Ouais. à la FIA directement, puis rejoindre les ingénieurs puis le directeur au stand en arrière de l'écurie, tout ça Ouais. dans la petite Dans le cabane. bassin. Là. Ouais, au bassin olympique. Exact. Puis- Puis étonnamment, c'est que les deux autres voitures, ils ont allé faire leur entrevue, ils sont allés faire les... Sauf lui. Ouais. Puis moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça antisportif. Puis on voyait que chez Vettel, il y avait une froideur, une colère très, très, très grande Mhm. chez Vettel. Puis en même temps, je le comprends, mais c'est un pilote qui est mature. C'est un vieux pilote. Mhm. C'est un pilote qui est au top de son niveau, il sait ce qu'il fait, il est bon, mais un comportement comme ça, je trouve ça inacceptable. Ouais, je suis pas d'accord là-dessus. Peut-être côté antisportif, ça c'est vrai. Mais après quand il s'est calmé, il est passé dans la ligne des puits. Je l'ai vu passer, puis tout de suite après, il a déplacé les panneaux de position. Oui, c'est ça qui est encore plus choquant. Ben, vois-tu, moi je pense que oui, c'est peut-être antisportif parce que c'est comme dire Hamilton n'est pas le vrai vainqueur, mais c'est un message qu'il voulait envoyer à la FIA pour dire vous avez pris la mauvaise décision. Est-ce que. Parce que c'est vrai, on n'a pas entendu beaucoup de pilotes montrer leur mécontentement. Vettel, c'est probablement un des rares qui a dit sa façon de penser au commissaire. Vraiment à chaud. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a fait au Mexique en 2016 après l'incident où Verstappen a coupé la chicane dans le gazon, là, puis il était Oui. furieux? Oui. Ben, c'est ça, c'est Vettel. Il a refait à peu près la même chose, mais plus explicitement, sans les paroles. Bon, à part la radio après où il dit il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui s'est passé et tout, là. Mais quand même, je pense que c'était un statement qu'il a fait à la FIA. Peut-être un peu un manque de respect envers Hamilton parce que même si Hamilton n'a rien à voir là-dedans, je pense que ce qu'il a fait, c'était bien pour le spectacle, pour le drama, la controverse. Mais c'était un peu antisportif. Mhm. Là-dessus, je m'attends peut-être à ce qu'il reçoive une amende. On ne le saura pas. C'est pas aujourd'hui qu'on va savoir. C'est pas aujourd'hui qu'on va savoir, ou encore même avant même le Grand Prix de France et tout. Mais je m'attends à ce qu'il reçoive une bonne discussion avec la FIA et tout pour parler de ça parce que Qui s'explique parce que ça, c'est personnellement pour la FIA, c'est inacceptable. c'est inacceptable parce qu'il y a quand même un code, Un protocole à suivre. un protocole à suivre, exactement. Donc, comme Verstappen, quand il a poussé Ocon après le Grand Prix du Brésil, ben, Exact. il a été puni pour ça. Il a été puni pour son altercation avec lui après la course. Pour se rappeler à la pesée, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Verstappen menait la course comme un champion, puis Ocon qui voulait se dédoubler, en fait, retirer un tour sur son temps. Il l'a accroché, Mhm. puis ben, il a fait un tête à queue. Ouais. Puis Verstappen, lui, ben, il est jeune, fringant, très actif. Il est allé voir Ocon, puis il l'a confronté physiquement, verbalement. Puis ça non plus, ça se fait pas. Ça se fait pas, Ça non. se fait pas. Donc, je m'attends pas à une grosse sanction s'il y en a du côté de Vettel, juste une amende, c'est tout. Ou peut-être même une discussion longue avec la FIA peut-être entre le Grand Prix entre Montréal et la France, ou bien même avant le Grand Prix de Avant le France, Grand Prix de France. pendant le briefing. Mhm. Mais quand même, ce qu'il a fait, c'était antisportif. Mais ça fait les images où il change les panneaux, ça fait le tour du monde. Mais on va entendre parler aussi à la conférence de presse post-course aussi. Là. Je Ça, pense que c'est clair que quand la vidéo quand la conférence va sortir, on va en entendre parler, ça c'est sûr. ah oui, ça c'est clair. Mais en tout cas, j'ai pour en quoi 6 ou 7 présences au Grand Prix du Canada, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi fou que ça. Mais aussi, les gens ont hué Hamilton. Moi, j'ai cru qu'ils ont hué Hamilton.
Moi, je pense aussi. Moi, je pense aussi. Mais que cette décision-là, c'est pas Hamilton qui l'a prise, puis qu'on devrait pas mettre. Puis en plus, Vettel l'a dit, c'est pas sur Hamilton, il faut mettre le blâme. C'est sur la FIA. Ouais. C'est pas sur Hamilton. Hamilton, il a fait son travail, il a juste piloté comme il fallait qu'il pilote. Ouais. C'est la FIA qui a fait son erreur. Ben, son erreur. Il y en a qui disent que c'est correct, il y en a qui disent que c'est pas correct, dépendamment des cris pour qui tu votes. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, mais de toute façon, c'est vraiment une décision vraiment controversée. Mhm. Et en attendant que je trouve, il y a eu des réactions d'autres anciens pilotes qui ne sont pas d'accord avec la décision. Non. Mais je vais te le trouver, mais en attendant, j'en ai un, parce qu'il y en a deux que j'ai entendu qui sont d'accord avec la décision. La première, c'est Nico Rosberg qui dit que Vettel méritait la pénalité. Il en parlait il en parlait dans sa vidéo sur YouTube parce que maintenant Il est vlogueur. Il est un vlogueur, mais il dit oui, il a perdu le contrôle, mais alors c'est pas une raison pour revenir, pour te mettre en danger, mais aussi mettre l'autre pilote en danger. Mhm. Donc, oui, il est d'accord avec la pénalité, mais il trouve que ça, disons, nous a empêché d'avoir un beau duel entre les deux meilleurs pilotes du championnat. Mhm. Mais en même temps, je comprends son point en disant, tu peux revenir, peut-être que tu peux revenir devant, mais ne te mets pas en danger, ne mets pas ton adversaire en danger. Et Jolyon Palmer aussi, qui est maintenant analyste à la BBC, qui était pilote de Formule 1 en 2016 et en 2017. Mais c'est une très bonne analyse, je l'adore. Il est très technique, hein? Il est très technique, il est très cérébral, puis il dit justement la même chose. Tu vois, oui, c'est peut-être un scandale parce que ça nous a empêché d'avoir un beau duel, mais il faut être aussi réaliste dans les circonstances. Mm. Donc, non, c'est ça. Il faut pas disons... Oui, on peut être frustré. On peut en parler à tous les jours et tout, mais écoutez, il faut faire preuve aussi un peu de bon sens. Mhm. Et faire face à la musique. Bon, j'ai trouvé finalement quelques réactions de pilotes, anciens pilotes, de n'importe quelle catégorie. Il y a Kevin Van Der Linde qui court dans les voitures de tourisme et tout, qui dit « J'ai regardé quelques faits saillants du Grand Prix du Canada. Quelle blague la pénalité de Vettel. Arrêtez de tuer la course, you. » Il y a un mot que je peux pas dire parce que sinon je vais être obligé de mettre ça explicite. Twats. Merci, Brian. Je vais le mettre explicite de toute façon. Il y a Daniel Hart, qui est pilote en Formule E avec Audi, qui dit que la pénalité, c'est de la bullshit. Il y a Nigel Mansell, champion du monde, légende de la Formule 1, qui dit que la pénalité de 5 secondes de Vettel est ridicule. Il a bien fait de ne pas taper le mur. Il n'y avait aucun grip dans l'herbe. Il n'y avait aucun espace. Et c'est justement ce que tu disais, il n'y a aucun espace. Il n'y a aucun espace d'échappement. Puis en plus, sur le gazon, ça glisse énormément. Il n'y a aucune adhérence qui se crée sur le gazon. Ouais. Puis c'est normal qu'il ait passé tout droit. Puis comme Mansell disait après, c'est très embarrassant de voir ça. T'sais. C'est ça. Et il y a Alexander Vaux, ancien pilote de Formule 1, dont son dernier podium en Formule 1, c'était à Montréal en 2007, qui dit « Mon point de vue sur Vettel qui rejoint la piste, son casque en fait se déplace pour regarder dans les miroirs tout de suite après la correction du volant. Il a glissé, mais il n'y avait aucun espace pour Lewis. C'est comme ça dans les rues, sur les circuits urbains. Parce que Montréal, c'est un mélange de circuit permanent et urbain. C'est un circuit semi-permanent, on va le dire. Mm-hmm. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe avec laissez-le courir? Est-ce que c'était sketchy? Oui. Une pénalité? Pas à mon sens, pas à son sens. Jack Harvey, pilote IndyCar, c'était une pénalité choquante. Fair play à Sébastien. Damon Hill, champion en 96. Son point de vue, il aurait pu laisser un peu plus d'espace, mais on a perdu une belle bataille en fin de course. Il y avait assez de doutes pour les laisser continuer.
il dit « Souvenez-vous de Dijon 79 où on a eu Gilles Villeneuve et René Arnoux qui se sont battus pendant plusieurs tours pour la deuxième place. Ça s'est frictionné, il y a eu quelques dépassements hors trajectoire, mais aucune pénalité. Donc, c'est ça, il y avait probablement matière à, disons, être un peu plus soft. Et pourtant, la pénalité de 5 secondes de Vettel, c'est la plus soft d'entre tous. Là. C'est pas comme s'il y avait eu un drive-thru, une pénalité de 10 secondes, un stop and go, ou bien même la disqualification. C'était juste 5 secondes. C'est peut-être rien, mais... Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté une belle victoire. Donc, non, il y a plusieurs pilotes qui ont donné leur point de vue. Je pense que ça va être un des sujets chauds pour l'année 2019. Déjà, on a une saison qui est dominée par Mercedes. Et la fois où Ferrari... Bon, il y a eu Bahreïn. Ouais, la dernière fois que Ferrari réussit à dépasser, à surpasser les Mercedes dans une course, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, mais en même temps, Vettel est aussi à blâmer parce qu'il a craqué sous pression, comme Nico Rosberg le disait dans sa vidéo sur YouTube. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Vettel méritait la pénalité ou non? Laissez-nous le savoir sur nos comptes Twitter à Le Bulletin F1 ou facebook.com/Bulletin F1. Passons maintenant aux évaluations de course. Donc, comme d'habitude, les performances, contre-performances et moments cocasses du jour. Brian, je vais te laisser commencer comme d'habitude. Performance du jour? Performance du jour pour Sébastien Vettel. Ouais. Gros chapeau. Et les deux Renault. Les deux Renault, en fait, Vettel, malgré sa pénalité, je trouve qu'il a très bien piloté. Ouais. Brillant comme pilote. Je vois ça, là, je le vois aller plusieurs courses, il abandonne pas. Très, très, très constant. Ouais. Et les Renault, surtout Ricardo. Pourquoi? Parce qu'en qualification, un beau P4 pour Ricardo en qualification. Ouais, très bonne Et les deux qualification. ont terminé P6 et P7 respectivement. Ouais. Fait que je trouve ça parfait pour Renault. Tu vois que sont performants, ils savent courser. Ouais. Mais que, tu sais, ils sont pas encore à la hauteur des Ferrari puis des Mercedes. Ouais. Peut-être plus au niveau des Red Bull. Dépendamment des circuits. Ouais, Red Bull, Haas. Peut-être pas Haas en fin de semaine, mais ils sont un peu en même calibre, là, en même bateau. Ma contre-performance, par contre, comme je disais, j'en ai deux, en fait. Ah oui? Magnussen puis Giovinazzi. Ouais. Ouais. Je vais commencer par Giovinazzi. Je trouve que ce pilote-là, qu'il pilote mal. Il fait des erreurs. Plusieurs fois, je le vois. Ça fait plusieurs fois que je le regarde aller. Puis c'est plusieurs erreurs qui sont banales. Des erreurs banales, des erreurs niaiseuses. Je sais pas si tu te rappelles. En Chine, l'année passée, il faisait un test pour Sauber. Non, il y a 2 ans. Ouais, il remplaçait Pascal Verlaine qui était blessé. Ouais. Exact. Il a fait des erreurs niaiseuses. En fin de semaine, les 2 fois. Il a fait des têtes à queue 2 fois en fin de semaine. Une durant la course pour un virage qui était simple à prendre, qui est le virage 1 en plus. Puis tête à queue. Ouais. L'autre, Kevin Magnussen, il y a eu un accident en Q3. Q2, ouais. En Q2, excuse-moi. Ouais. Un accident en Q2. Percuter le mur des champions, traverser la piste pour percuter l'autre mur en face. Oui, c'est une bad luck qui arrive à tous les pilotes. Ouais. Ça, c'est normal. Mais durant la course, le blâmer sur son équipe et non le blâmer sur lui-même, c'était pas très sportif comme esprit. Ouais, au moins, il s'est excusé au moins après la course. Il s'est excusé après la course, mais tu vois, au moment quand il pilotait, il a dit que c'était la pire voiture qu'il avait jamais coursé dedans, c'est la pire expérience de course qu'il avait eue de sa vie. Ouais. Puis son ingénieur de course et Gunther Steiner lui ont tapé un peu sur les doigts en plein milieu de la course. Ouais. Puis tout le monde l'a entendu. Ben oui, même nous qui étions en fait dans les gradins, on a entendu parce que l'écran géant
retransmettait les conversations radio, puis ça s'entendait vraiment bien. Mhm. Puis là, on a entendu Gunther Steiner dire « Assez, c'est assez. Tais-toi, puis conduis, là. Mhm. » Donc, c'est le Gunther Steiner qu'on a connu à Drive to Survive. Mhm. Je ne serais pas surpris si le Grand Prix du Canada avec ce moment soit dans la saison 2 d'ailleurs. Mais en tout cas, Magnussen, d'abord, s'il n'avait pas fait son accident, je pense qu'il n'aurait pas eu ce genre de conversation. C'est ça. Mais et pour revenir à Giovinazzi, je pense qu'il roulait 11e. À un moment donné, dans l'écran, il nous montrait Giovinazzi 11e. Puis là, quand c'est passé à une autre action, on nous remonte une reprise de Giovinazzi en train de faire à tête à queue au virage 1, justement. Mhm. Et en plus de ça, c'est la première fois qu'il vient à Montréal. Pour le Grand Prix, parce qu'il y avait, à part cette année, il avait fait 2 courses en Australie et en Chine en 2017, justement en remplacement de Pascal Wehrlein. Mais il a tapé le mur lors des essais du vendredi matin au virage 9. Le même d'ailleurs que Lewis Hamilton a tapé durant la même journée, mais en après-midi. Mhm. Donc, non, c'est ça, c'était pas la meilleure course de Giovinazzi. Pourtant, il était à la porte des points à ce moment-là. Mhm. Et ton moment cocasse? Mon moment cocasse, je pense que ça a été la fin. Là. La fin vraiment a été vraiment très, très, très cocasse pour tout le monde. Oui. On s'y attendait pas. C'est ça, la petite controverse à la fin de la course a été mon petit moment cocasse favori, je pense, de la course. Je vais y aller avec mes évaluations. Performance du jour. Le vrai pilote du jour, c'est Lance Stroll. Quel Grand Prix il a connu à la maison, alors que, oui, il avait déjà marqué des points avant de venir à Montréal, mais ça, c'est définitivement sa meilleure course de la saison. Il s'est qualifié 18e, parti 17e parce que Magnussen est parti de la ligne des puits. Un très bon départ, gagne 3 places. Et sur une bonne charge, dépasse quelques pilotes, dont Sergio Perez. Et sur un relais de 45 tours avec la gomme dure. Parce que, comme il avait le choix de partir avec le train de pneu qu'il voulait, Racing Point a décidé de le faire partir avec la gomme la plus dure. Comme ça, roule le plus longtemps, mais va chercher le plus de positions possible. Arrive pour prendre les pneus médiums. Il descend en 10e place, puis réussit à dépasser Carlos Sainz. Mhm. Donc, c'était une course sans faute pour Stroll, qui pourtant avait un vieux moteur parce que le nouveau qu'il avait a pris feu lors de son premier tour des essais libres du samedi. Il a fait peut-être deux erreurs sur son dernier tour lancé en Q1, mais il s'est bien repris. Mhm. Et j'espère que ce sera, comme il l'avait fait en 2017, un moment où il devient de plus en plus constant. Parce que tantôt il est performant à certains Grands Prix, comme ce le fut en Australie et en Azerbaïdjan où il a marqué des points. Tantôt il a été très brouillon. Et j'espère que Montréal, sa course locale, ça va être un point tournant dans sa saison. Mhm. Contre-performance du jour, outre la FIA, on ne reviendra pas là-dessus, mais Pierre Gasly, 8e, oui, il marque des points, mais il s'est qualifié 5e devant Valtteri Bottas, aussi brouillon, que je pourrais mettre aussi comme contre-performance. Mais honnêtement, il finit derrière les 2 Renault. Mhm. Il finit derrière les 2 Renault. Il n'a même pas été capable de dépasser Stroll, qui était sur une stratégie différente. Là, oui, il finit 8e. Mais il a profité justement de l'arrêt au plus de Stroll, mais il n'a jamais été dans le coup. Il n'a jamais été capable de se rapprocher des Renault. Mais justement, il y avait des rumeurs avant le Grand Prix du Canada que j'avais vu, des petites rumeurs que si Gasly ne performait pas à la hauteur des attentes de Christian Horner puis son équipe, que peut-être qu'il y avait des petits talks avec un certain Nico Hülkenberg Ouais. qui pourrait prendre sa place éventuellement. Ça serait quand même assez ironique vu l'échange qui s'est produit avec Renault puis Red Bull l'année passée.
Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est une petite rumeur. Puis tu sais, je me demande de voir, j'ai vraiment hâte de voir si Gasly va attacher sa tuque ou il va. Ouais. Mais d'ailleurs, tu parles de Gasly, de Red Bull et de rumeurs. Ben, d'abord, ça a été nié par Dr. Helmut Marko, le directeur du programme des jeunes pilotes. Ouais. Mais disons, il y a aussi un genre de simili-controverse. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais vendredi, après la séance d'essai libre, puis ça aussi, c'est une contre-performance plutôt globale, c'est qu'il y a un journaliste du 98.5 FM qui est venu pour, disons, avoir une entrevue avec Gasly en français, mais la relationniste de Red Bull lui a dit non, je suis désolé et tout. Mais là, il est allé rapporter à l'émission de Paul Hood, Le Québec maintenant, que, bon, il ne lui a pas accordé l'entrevue en français. Et là, Paul Hood a pété une crise solide à l'endroit de la relationniste de presse de Red Bull. Bon, c'était une crise solide. Et ensuite, là, on apprend via un tweet de Patrick Friolet de RDS que lui, il a interviewé Gasly en français avec un journaliste de Canal+. Donc, en gros, selon ce qui est sous-entendu, c'est que le journaliste du 98.5 était arrivé en retard. Donc, disons, ça a créé une fausse controverse, puis c'est pas la première fois qu'une genre de simili-fausse controverse est arrivée de même. L'année dernière, pendant la conférence de presse du jeudi, qui est diffusée en fait à Sky Sports et dans quelques canaux en anglais, ben, il y a un journaliste du Journal de Montréal qui a voulu poser une question à Stourl en français, mais le relationniste de presse de la FIA a dit non, c'est seulement en anglais. Puis, pas content, il a rapporté ça dans le Journal de Montréal, mais il ne savait pas que c'était une entrevue spécifique en anglais, que c'était diffusé partout dans le monde, donc que c'était pas possible d'avoir des entrevues dans une autre langue, dans ce genre de situation, qu'ils pouvaient le faire à l'extérieur de la salle de presse. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui pensent seulement qu'on est ici, fait qu'on devrait parler français. Mais c'est parce que oublie pas qu'il faut pas qu'ils oublient une affaire, c'est qu'ils ne sont pas seuls au monde. Ouais. Dans le sens que l'entrevue, elle est faite en anglais pour une raison. Ouais. Parce qu'elle n'est pas seulement diffusée ici, elle est diffusée dans le monde entier. C'est ça. Puis que, oui, je comprends que on est au Québec, on est au Canada, Ouais. on a des pilotes qui parlent français, on a des pilotes francophones. Ouais. Gros Gasly, Stroll. Puis Vettel, à la limite, là Vettel aussi, il parle français. il parle français aussi. C'est des pilotes. Ah, l'année passée, on avait Ocon aussi. Oui. Puis tu sais, c'est des pilotes qui sont francophones qui parlent ici, sont à l'aise et tout. Ouais. Mais que même eux, ils disent que tu sais, j'ai beau comprendre que je parle français, que je peux parler avec eux, mais pour le bien de la course, pour le bien de la F1, c'est en anglais. Oui. Parce que c'est diffusé partout dans le monde. C'est exactement ça. Mais ici, on est tellement borné sur ici c'est français, ici c'est français, ici c'est français, qu'on oublie le sens que on n'est pas tout seul. C'est ça. Tu sais, je comprends la situation où tu vas avoir une entrevue en français pour mieux faciliter les trucs. Exact. Mais quand même, si tu as manqué ton moment pour poser ta question en français, ne te surprends pas que la relationniste te dise non, désolé, fais ça une prochaine fois, fais ça peut-être samedi après. Mais là, viens pas dire, fais pas sous-entendre que on t'a interdit puis qu'on t'a reviré de bord, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que on t'a pas pu poser ta question en français. Donc, c'est une fausse controverse. Et d'ailleurs, l'audio où Paul Hood s'est mis en grosse colère. Puis pourtant, moi, je l'aime bien, Paul Hood. C'est une encyclopédie humaine. Mais il y a eu tort là-dessus de traiter la relationniste d'effrontée et tout. Elle a juste suivi son truc. Elle a fait son travail. Elle a fait son travail. Le journaliste est arrivé en retard. Il est parti bredouille. Il est reparti bredouille, mais il y avait une autre chance. Mais là-dessus, je pense que les prochaines fois, essayez de vous arranger. Je sais que peut-être qu'il était au moment où il était venu parler avec Gasly, il était en onde avec justement Paul Hood pour, disons, rapporter les faits. Mais, tu sais, qu'on se calme un peu. J'espère que... Et de là, de venir
Dire, il faut porter plainte à François Dumontier, le promoteur de la Formule 1, toutes les instances de la Formule 1, parce qu'on n'a pas pu avoir une question en français, qu'on se calme un peu. Ouais. Bon, assez de tirades linguistiques. Mais j'ai une autre tirade à faire, puis ça aussi, c'est un moment cocasse. C'est Rich Energy. Oui. Rich Energy qui, ma foi, il va falloir que je me calme parce que c'est un nouveau commanditaire qui est fait par les deux plus en mal que de bien. Ouais. Parce que, tout d'abord, si vous avez remarqué, les logos de la compagnie de la boisson énergisante a été retiré parce que, comme j'en avais parlé dans quelques épisodes dans le podcast, ils ont perdu une cause légale parce que il s'est avéré que leur logo était en fait un facsimilé de celui d'une compagnie de BMX White Bikes. Donc, pour éviter toutes sortes d'ennuis, ils ont demandé à Haas de retirer leur logo sur leur voiture, donc c'était un peu démuni. Mais là, après la Q2, en fait, après la séance de qualification, quand Magnussen a tapé le mur, ça a éliminé Max Verstappen. Ouais. Donc, et justement, Brian est en train de regarder le logo. Si vous allez faire la recherche, mettez Rich Energy et White, W-H-Y-T-E, Bikes, et vous allez voir la similitude. Très, très, très ressemblant. C'est très, très, très ressemblant. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que Rich Energy a perdu la cause, parce qu'il y a eu bel et bien un plagiat. Mais bon, pour revenir au cas du Grand Prix du Canada, Rich Energy, après les qualifications, a dit quelque chose du genre grâce à l'accident de Kevin Magnussen, Max Verstappen a été éliminé en Q2. Et là, ils ont dit félicitations Kevin, et ils ont mis le hashtag Better than Red Bull. Et ça, c'est une constante. C'est un hashtag qui était récurrent parce que quand ils se sont associés à Haas, ils ont dit on veut être la meilleure boisson énergisante au monde. On veut être plus populaire que Red Bull grâce justement à la Formule 1. Mais là, c'est qu'ils savent pas que. Je pense qu'ils savent pas à l'ampleur. Ils s'attaquent à une certaine ampleur qu'ils peuvent pas se. Ouais. Ils s'attaquent à une armée. Oui. Où est-ce qu'ils sont pas capables de combattre. Exactement. Red Bull, c'est énorme. Oui. Ils ont des fonds à côté. Oui. C'est une grosse compagnie hors des boissons énergisantes. Oui. C'est une grosse compagnie de sport extrême. Oui. Personne, même Monster, n'est pas capable d'égaliser le niveau de Red Bull. Exactement. Et en plus de ça, Rich Energy a la décence de narguer Verstappen parce qu'il a été éliminé en Q2. Alors qu'ils oublient qu'il y a une autre Red Bull qui s'est placé devant les trois. Donc, ils sont placés devant non seulement Verstappen, mais aussi Magnussen et Grosjean. Les deux ont été éliminés en Q2. Mm-hmm. Donc là, moi, je pense que j'avais tweeté sérieusement arrêter ça parce que ça sert à rien de narguer Verstappen. Mm-hmm. Alors que de toute façon, Magnussen allait partir de la ligne des puits. Puis que Grosjean est parti même pas dans le top 10. Même pas dans le top 10. Donc, et c'est pas la première fois qu'ils font ça parce que lors de la toute première séance d'essai privé durant l'hiver, ils ont été foutus de dire on a fini devant Red Bull. Ils ont été foutus de dire oh, félicitations, on a fini devant Red Bull, alors que ce sont des foutus essais privés. Mm-hmm. Gardez-vous une petite gêne. Mm-hmm. Bon, là, il va falloir que je me calme là parce que. Tu vas t'emballer. Je vais m'emballer parce que, écoute, moi. Heureusement, Rich Energy, je sais pas, ça se vend pas ici. Ça se vend sur Amazon, en Angleterre et tout. Mais en tout cas, il me laisse pas une bonne impression. Là. De ce que je vois sur les médias sociaux, je sais pas s'il y en a qui disent que c'est un scam. Ceux qui ont déjà goûté à la boisson énergisante, laissez-moi savoir. Mais en tout cas, moi, en termes de Formule 1, ils ne m'impressionnent pas vraiment. Mm-mm. Et là, heureusement, leurs tweets ont été supprimés suite à ça, mais. Il y a des choses qui se disent pas. Il y a des choses qui se disent pas. Justement ça, là, de venir narguer Red Bull parce que, justement, un de tes pilotes a causé une collision par sa propre faute. Et là, tu en empêches un, mais de toute façon, tu
tu vas finir derrière Moi, eux. je pense pas qu'ils savent sur qui ils s'en prennent. Exactement. Ils savent pas sur qui ils s'en prennent. Parce que le jour que Red Bull va se fâcher, là. Ouais, le jour où il va jour- se fâcher, là. Le jour où est-ce que Red Bull va se fâcher, ça va être quelque chose. Bon! Passons maintenant à nos évaluations Des pilotes? de nos abonnés, en fait. Ah, les Avant abonnés, tout, on en a oui. 2. On a Francis Paquette, un habitué du site et du podcast, qui nous dit « Performance du jour à Lance Stroll et à l'écurie Renault, qui ont eu leur meilleure course de leur saison. Mhm. Impossible à nier. Contre-performance du jour, je pense que je suis d'accord avec lui. Pierre Gasly à la FIA et à l'écurie Haas. On va en reparler aussi. Je pense qu'on en a parlé un peu aussi. Hein. Mhm. Et le moment de cocasse, la pénalité de 5 secondes à Sébastien Vettel. Et on a PSTM09 sur Twitter qui nous dit moment cocasse, la pénalité de 5 secondes par la FIA face à Hamilton. Bon, on s'est emporté. Ouais, là, c'est le temps de l'évaluation des pilotes. C'est ça, on va faire la revue des écuries selon l'ordre. Et on va commencer pour la première fois de la saison avec Ferrari. Yay! Donc, Ferrari, malgré toute la controverse, a connu sa meilleure course de la saison. Oui, très belle performance de l'écurie. Oui. Donc, on savait, et ce n'était pas un bluff de Toto Wolff, que Ferrari avait la meilleure vitesse de pointe sur les longues lignes droites. Mhm. Et ça s'est vu durant toute la fin de semaine. Vettel, Leclerc ont dominé une bonne partie des séances d'essai. Pole position de Sébastien Vettel, sa première depuis le Grand Prix d'Allemagne 2018. Donc, ça fait 17 courses. Ouais. Leclerc aussi, dans le coup, à un certain moment, un petit peu éloigné, mais Il est proche. il était Tout le temps proche. proche. Comme Mais une ombre. normal, mais Vettel a réalisé sa meilleure course de la saison. Qu'est-ce que tu en penses, Brian? Je trouve premièrement, t'as complètement raison. Ferrari, Mhm. ils ont eu leur meilleure course de la saison. C'est certain que c'est cette course un petit peu tôt pour dire que que c'est la meilleure course de la saison aussi. Ouais. Mais c'est ça, comme je disais, Vettel très constant. Leclerc aussi très très calme. Ouais. P2 puis P3 respectivement pour les deux en qualification, ça a été exceptionnel pour les deux aussi. Mhm. Puis j'ai hâte de voir le Grand Prix de France, moi. Ouais, un Grand Prix de France où justement il y a des longues lignes droites, donc ça qui pourrait légèrement avantager Ferrari. À voir si Mercedes font pas de modifications sur l'aérodynamisme aussi. Ouais, parce qu'ils sont quand même bons dans les virages lents aussi. Mhm. Mais à Montréal, tu avais quand même 9 des 10 virages où ce sont des virages lents, dont l'épingle. Mhm. Mais disons Vettel a eu une genre de sauve-conduit quand Hamilton a fait quelques petites erreurs à l'épingle, quelques roues bloquées aussi. Donc, ce qui l'a aidé à rester devant. Bon, il a dit aussi qu'il économisait un peu d'essence après parce que Montréal, c'est quand même un circuit où la consommation d'essence, elle est très importante, vu que c'est un genre de mini Monza où il faut pousser à fond dans plusieurs secteurs. Mais il s'en est bien tiré. Exact. Et ça aurait pu être aussi un moment cocasse, mais Ferrari a oublié de dire à Leclerc que Vettel a une pénalité. Parce qu'en fin de course, Leclerc se rapprochait quand même d'Hamilton et de Vettel. Ouais. Donc, heureusement, ça s'est plutôt bien terminé. Donc, Leclerc, moi, je pense que pour se reprendre pour la petite bêtise qu'il a fait à Monaco, ça s'est bien Ça passé. s'est dépassé. Du côté de Mercedes, on avait finalement le nouveau moteur avec une grande évolution. On pensait qu'ils allaient se rapprocher des Ferrari. Ça a été légèrement le cas, mais ça n'a pas été avec de la difficulté, parce que à chaque séance d'essai, il y a eu des problèmes. Lors de la séance d'essai numéro 1, Bottas a dû retourner au puits parce qu'il y a eu un problème hydraulique. La deuxième séance, Hamilton a tapé le mur au virage 9, ce qui a mis fin à sa journée directement. Lors des essais du samedi matin, il y a eu l'explosion, la fuite hydraulique dans le moteur de Lance Stroll, puisque la Racing Point a un moteur Mercedes. Puis là, en qualification, Hamilton s'est bien battu face à Ferrari, mais encore là, Vettel a
poussé, il a même été obligé de matcher, excusez l'anglicisme, le temps d'Hamilton dans le premier secteur, ce qui a permis à l'Allemand d'obtenir la pole. Mais le matin de la course, Mercedes a découvert un problème hydraulique aussi dans la voiture d'Hamilton. Dimanche matin. Oui, dimanche matin, Ouais. évidemment. Donc, on a été obligé de réparer le plus vite possible pour justement être en mesure de faire sortir la flèche d'argent pour qu'il aille en piste et finaliser les dernières retouches. On avait un Hamilton très, très, très inquiet au début de la course aussi. Oui. Hein? Oui, aussi, oui, c'est vrai. Pendant le tour de chauffe, il disait qu'on avait un problème de moteur, mais ça s'est réglé. Mhm. Donc, Hamilton aussi a fait du mieux qu'il a pu. Mais à l'inverse, Valtteri Bottas, brouillon tout le long de la fin de semaine. Ouais. Surtout en qualification. Moi, quand j'étais dans la tribune... Il n'a pas mangé de porridge. Ouais, hein, c'est... Il n'a pas mangé de porridge. Ouais, il y a pas... Where's the porridge? Ouais, il est où le porridge, Valtteri? Mais non, c'est ça. Quand j'étais dans la tribune, moi, j'ai entendu la tribune qui était à côté de moi émettre un son de stupéfaction. Et c'est là où j'ai appris que Bottas a fait un genre de tête à queue après le virage 2, Ouais. ce qui a ruiné son tour de qualification et se qualifiant en 6e derrière Ricciardo et Gasly. Mm. En course, plutôt difficile, il a perdu une place au départ de Nico Hülkenberg. Il n'a pas tant été capable. Ça a été difficile de le rattraper, hein? Ça a été difficile de le rattraper. Puis c'est même buté un Ricciardo qui s'est montré plutôt défensif. Et d'ailleurs, chapeau à Daniel Oui. pour sa belle défense. 2 fois. 2 fois plutôt qu'une. Mais Bottas n'a jamais été capable. Ça lui a pris Un petit peu plus d'effort. un petit peu plus d'effort pour le dépasser. Mais c'était une course plutôt anonyme pour le Finlandais qui se retrouve maintenant à 29 points du meneur au championnat, son coéquipier Lewis Hamilton. Et parlant de Renault, Brian, meilleure course de la saison. Hein? Oui, un P5 puis un P6 pour... P6. Non, P6, P7 pour Renault. Ouais, Ricardo qui rentre à la fin de la course avec une belle position. ouais, Et très content, lui, Daniel Ricciardo, de sa course. ouais. Euh, De sa fin de semaine. De la fin de sa fin de semaine au complet, en fait, oui. On savait aussi que Renault avait une évolution moteur aussi en fin de semaine. Ouais, Euh, Puis il se sentait vraiment confiant. On avait les journalistes qui parlaient à M. Abiteboul Abiteboul, au début Ouais. de course. Puis il disait confiant aussi ouais. de ses pilotes puis de son écurie. Exactement. Puis du côté de Nico Hülkenberg, ouais, c'est bien, une bonne course aussi, malgré quelques petits problèmes, quelques soucis avec sa boîte de vitesse. Puis quand Hülkenberg est revenu derrière Ricciardo, ben, en fait, on lui a demandé de juste reculer pour ne pas éviter un genre de mini contact comme on a eu au Grand Prix de Bahreïn où Ricciardo a, disons, un petit peu tapé Ricciardo. Ricardo tapé Ricardo. Excusez, Ricciardo a tapé Hülkenberg au Bahreïn. Ouais. Et c'est la première fois que les deux Renault se retrouvent dans les points. Donc, c'est un bon Un bon progrès. et surtout avant le Grand Prix national en France. Ah Donc, vraiment, félicitations à Renault. Et j'espère que ça va leur permettre de, disons, lancer leur saison un peu comme Racing Point et Lance Stroll. On va en reparler un peu plus tard. Mais avant de parler de Racing Point, on va parler de l'autre marque de boisson énergisante, la plus populaire d'entre tous. La Red Bull. Et ça, comme d'habitude, Brian, je vais te laisser parler de Red Bull. C'est comme ma petite rubrique Red Bull à moi. Ouais. Hein. C'est ça. Dans le fond, On devrait même te commanditer. Red Bull devrait te commanditer. ah, clairement. Oui. Des up and down pour Red Bull en fin de semaine. Oui. Écoute, Verstappen, il a piloté de façon exceptionnelle. Oui. Lui qui a gardé il est parti en médium durant la course, Oui. au départ de la course. Il a toffé ses pneus très longtemps. Oui. Il a été clean toute la course. Oui. Il a fait un beau dépassement au début de la course vers Lando Norris. je Lando Norris. crois. Oui. Au début de la course, une belle petite chicane. Oui. Excuse-moi de Vas-y. t'interrompre. Et en plus, les deux se connaissent très bien puisque Oui, son meilleur ami. Fait que, tu sais, son c'est- meilleur ami, ils compétitionnent ensemble dans les courses de simulation Exact. avec iRacing. Maintenant, je te laisse parler. Ouais.
Verstappen, pour le reste, j'ai rien à dire. Il était très, très, très clean. Un petit peu déçu de Gasly, par contre. Gasly, tu sais, oui, on voit qu'il se force. Oui, on voit qu'il fait des efforts. Mais tu vois que pour le calibre qu'il a en ce moment, c'est pas assez. On voit que tu sais, il a terminé P8 la course, lui qui est parti P5. Oui. C'est pas supposé arriver. Tu sais, oui, s'il y avait une bad luck, oui, ok, on peut laisser ça filer, mais là, je pense que Gasly n'avait aucune raison. Il y avait une bonne stratégie aussi chez Red Bull. Puis, je sais pas ce qui s'est passé chez Gasly pour de vrai. Ouais, mais j'espère que aussi, comme avec Renault, il va pouvoir bien faire devant ses partisans en France. Oui, j'espère. J'espère, parce que déjà, il y a les rumeurs de Hülkenberg, là. Hülkenberg chez Red Bull. Je sais que c'est C'est pas probablement... fondé encore, C'est mais pas fondé, mais... c'est une menace pareille. C'est une S'il y a des menace. rumeurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se trame. Puis déjà quand tu es chez Red Bull, tu as une pression pour gagner, Mhm. pour bien performer. Ouais. Et surtout quand tu as Max Verstappen comme coéquipier qui est... D'ailleurs, ça va faire 1 an, pratiquement 1 an, mais... Ça va faire 2 ans quasiment. Non, mais en fait 1 an parce que depuis le Grand Prix du Canada 2018, Verstappen a terminé toutes ses courses devant son coéquipier, donc Oui. Ricciardo et Gasly. Donc là, on voit une grande maturité de la part du Néerlandais. Mhm. Là, ça fait 1 an qu'il se tient tranquille. Ah bon, à part, comme on l'a dit, Brésil, mais ça, c'est hors piste. Mais en piste, vraiment, le Néerlandais est en train de s'établir. Puis Il performe. et il a 21 ans, donc imaginez, là, si on dit que c'est un futur champion du monde, ce qui nous a prouvé à Montréal, mais aussi à quelques courses, dans quelques autres courses, là, moi je pense que... Il pourrait faire un très, très, très bon pilote. Très bon pilote. Il pourrait être même... il est déjà... Il va être le meilleur des pilotes. Il va être le meilleur des pilotes quand Hamilton et Vettel décident que c'est terminé. Mhm. Et parlant de meilleur, Racing Point, première course à la maison, Mhm. disons, moi, c'est ça aussi que j'ai appris. Moi, j'ai toujours cru que même si la compagnie Racing Point est britannique, ils sont établis à Silverstone, c'est la première course à domicile pour l'équipe Racing Point. Mhm. Donc, Lance Stroll qui finit 9e, alors qu'il est parti 18e, comme on l'a dit lors des essais du samedi matin, n'a même pas pu faire un tour parce que il y a eu du feu dans sa voiture. Une petite fuite. Une petite fuite hydraulique. Donc, il a été obligé d'utiliser un vieux moteur. Et là, quand il a fait son tour lancé en Q1, il a fait 2 petites erreurs. Une dans les S de Senna, l'autre à la sortie du mur des champions. Donc, quand il a franchi, il était 14e, mais avec d'autres pilotes qui ont fait mieux que lui, il s'est retrouvé encore une fois hors de la Q1, éliminé en fait. Mais cette fois-ci, c'était un meilleur effort, puis on ne peut pas trop le blâmer là-dessus parce qu'avec un vieux moteur, il ne pouvait pas faire de grands miracles sur un tour lancé. Mais en course, comme je l'ai expliqué, sans faute, à attaquer, bonne stratégie de la part de l'équipe. Et même sur la gomme médium, quand Carlos Sainz en arrachait, il en a profité. Là, il va chercher 2 autres points. C'est encore une fois son meilleur résultat de la saison, mais c'est sa meilleure course. Mais à l'inverse, Sergio Pérez, 12e. Surtout que lui, il avait le nouveau moteur. Oui, lui, il avait le nouveau moteur, il n'y a pas eu de problème. Mais disons, ce qui a un peu ruiné, c'est la stratégie. Ouais. C'est la stratégie, mais il nous a offert un beau dépassement corsé sur Romain Grosjean dans les S de Senna. Uh-huh. Mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Sur Carlos Sainz aussi, à un moment donné, non? Ouais, je pense qu'il y en avait fait un sur Carlos Sainz. J'ai pas trop porté attention là-dessus. Probablement parce que j'étais sur mon téléphone qui était en train de surcharger. Mais quand même, c'est dommage parce que peut-être que Perez aurait eu légèrement un point. Ouais. Mais ce qui n'en a pas aidé, c'est une erreur en Q1 qu'il a éliminée. Ça aussi, c'était pas fameux, mais c'était un bel effort quand même pour Perez.
Mais en général, c'est une bonne fin de semaine pour Racing Point, première à la maison. Donc on va dire, moi je vais le dire officiellement, Racing Point, c'est une écurie canadienne et non sous licence britannique. Je dis ça, je dis rien. J'ai dit ça, je dis rien. Toro Rosso, Dani Kvyat, Oui. 10e. Encore une fois, une bonne performance de la part du Russe, qui a eu quelques petites difficultés lors des essais du vendredi. S'est qualifié 12e. Bon, il a été pris par l'accident de Magnussen en fin de Q2. Mais 12e, dans les circonstances, c'est pas si C'est pire. pas si mal pour l'avoir circuit. Puis on voit vraiment que j'ai toujours dit, ça fait les 3 derniers podcasts que je dis, Kvyat, il a une méchante maturité. Il a mûri comme pilote. Ouais. C'est le fun à voir. C'est très, très, très fun à voir parce que là, il perd le nom de Torpedo. Là. Non, ce n'est plus un torpedo. Non. Ce n'est plus une torpille. Il a fait une bonne course. Il a même profité des difficultés de pneus de Carlos Sainz pour justement aller chercher le dernier point disponible. Donc, vraiment, je pense qu'il a toutes les raisons d'être content. Puis d'ailleurs, c'est un beau cadeau qu'on lui fait puisque maintenant, il est le pilote qui a disputé le plus de courses chez Toro Rosso, à égalité avec Jean-Éric Vergne, qui est maintenant en Formule E. Et puis, je pense que ça ne sera qu'une formalité, mais Kvyat va devenir le pilote avec le plus de courses chez Toro Rosso. Donc, vraiment une bonne performance pour le Russe. Mais à l'inverse, Alex Albon, première présence à Montréal, plutôt difficile. Ne termine pas la course. Ne termine pas la course, a été impliqué dans un accrochage avec une des deux Alfa Romeo au départ, a perdu son aileron avant. Pas sa meilleure. Pas sa meilleure. Il a été impressionnant, mais c'est juste Une série de circonstances. Une série... Ouais, c'est ça. C'est une série de bad luck, de petites circonstances qu'il n'a pas pu contrôler, qui ont fait en sorte que sa fin de semaine ne s'est pas bien déroulée. Exactement. Puis c'est de l'apprentissage parce que, on s'entend que c'est pas un circuit que les recrues utilisent, ceux qui viennent en Formule 2, ouais. Donc, non, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est pas un circuit que les pilotes qui arrivent en Formule 2 connaissent parce que de toute façon, la Formule 2 ne vient pas en Amérique du Nord. Donc, non, c'est ça. C'est juste de l'apprentissage. Et parlant d'apprentissage, on va parler de McLaren. Ouais. Lando Norris, pas une bonne fin de semaine pour la recrue britannique. Mais pourtant, il avait bien fait. Il y avait eu un bon départ à la course. Ouais. Juste qu'en dessous du pont, après le pont du casino, ben, je pense qu'il il a passé tout droit, pris une bosse. Puis, surtout, on savait aussi que ses freins chauffaient un petit peu trop. Ouais. Ses freins arrière, ils chauffaient un petit peu trop. Je pense que ça a joué un petit peu avec la suspension. Ouais. Il a passé tout droit, il a pris une bosse, puis la suspension l'a cassé. Ouais. En plein milieu de la course. En fait, en début de course, tour 2, je pense, tour 1 ou 2. Pauvre lui pour de vrai, parce qu'il était sur une bonne volée. Ouais. C'est juste vraiment dommage. Ouais. Pour ce qui est de Carlos Sainz, lui aussi n'est pas très très performant en fin de semaine. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que lui, il s'est arrêté, je pense, c'était un des premiers à s'arrêter. Exact. Mais c'est parce que, en fait, McLaren nous a dit que c'est parce qu'il avait une visière dans les radiateurs. Donc, ils ont été obligés de l'arrêter, puis de changer les pneus en même temps. Donc, c'est lui qui a roulé le plus avec la gomme dure. Donc, en fin de course, c'est sûr qu'il allait en arracher. Puis, c'est ce qu'il a fait avec un Stroll avec des médiums neufs, tout comme Dani Kvyat, qui était un peu plus usé. Et d'ailleurs, parlant de Norris, non seulement, j'ai senti ça fumait un peu, là, mais... Surtout quand il est sorti quand il est entré dans les puits, là, quand il est entré dans son écurie, on voyait qu'il était très ému. Il était très ému, il était triste que ça soit passé, je pense. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec Norris? Non. C'est ça, je l'ai appris dans le podcast de la BBC F1. Tu sais que dans les paddocks, il y a le bassin olympique. Ben oui. Qui est connu parce que c'était là pour les Jeux olympiques d'été de 76 à Montréal. Et les fameuses courses de radeau, là, qui est très populaire. Il n'y en a pas eu cette année. Mais Norris, apparemment, a été poussé dans le bassin. Par qui? Je sais pas par qui, mais probablement c'est quelqu'un qui l'a poussé comme ça. Donc il s'est retrouvé dans le bassin olympique, comme ça.
Puis quand Jenny Gow, la reporter de la BBC, lui a parlé, c'était pas le Lando Norris joyeux, toujours bout en train qui Non. était. Sa première expérience à Montréal, je pense que Il aurait voulu la vivre. il aurait voulu la vivre autre que du feu puis de l'eau. Ouais. Et puis, t'as pas remarqué, petite parenthèse, McLaren était sponsorisé par Couche-Tard. Oui! Oui! Ah oui. C'est ça, je me demandais aussi. Ah! Ça, c'est probablement juste un commanditaire. C'est juste Ouais, une un commanditaire. commanditaire genre rapide là, pour une course. Pour Avec une un concours course. d'une course, ouais. Ouais, mais c'était bien à voir parce que ça. Ça donne de l'image, là. Ça donne de l'image, puis j'aime bien Couche-Tard. Bon, passons à Alfa Romeo. C'était un peu plus difficile. Et disons, pour la première fois, je regarde ça, Antonio Giovinazzi qui finit devant Kimi Raikkonen. Mhm. Mais disons, Raikkonen n'était pas dans le coup. Éliminé en Q1 pour la Ouais. première fois depuis Autriche 2015. Giovinazzi a fait une... Avant son tête-à-queue, avait fait une course correcte. Et il se retrouvait presque dans le top 10. He lost it après ça. Mais il a fait un tête-à-queue. Et il a juste un peu endommagé le gazon dans les S de Senna. C'est vraiment dommage parce que de toute façon, Alfa Romeo avec le moteur Ferrari pouvait faire quelque chose, mais je pense qu'il y a encore un problème avec l'équilibre de la voiture. Hmm. Donc, puis en plus, le temps perdu par Giovinazzi lors des essais du vendredi matin là, a un petit peu joué dans la balance, sans vouloir faire un jeu de mots, évidemment. Bon, ensuite, Haas. Haas. Ouf. Je vais t'essayer d'y aller parce que j'ai rien à dire sur Haas. Ouf. Est-ce que je... Non, je pense que j'ai... Je pense qu'on a passé, on a fait On a fait notre tour, hein. Ouais, on a parlé de Magnussen. Le pauvre Grosjean était malchanceux. D'ailleurs, lui-même le disait qu'il était un peu un participant aux Olympiques de la malchance. Ouais. Mais il a été malchanceux. Il s'est retrouvé avec l'ironie du sort des débris de la Toro Rosso. Puis j'ai trouvé une photo sur Facebook où tu vois Grosjean avec un bout de l'aileron avant d'Albon avec l'écriture Red Bull. Donc, c'est ironique. Ironique. Red Bull dans une Rich Energy. Ironie. Ironie du sort, mais Grosjean pouvait rien faire. Non, c'est ça. Bravo, je dois dire encore bravo à Gunther Steiner d'avoir replacé Kevin Magnussen Oui. quand il s'est plaint d'avoir eu la mauvaise expérience de sa vie parce que La pire expérience. la de sa pire vie. expérience à vie parce que les mécaniciens ont travaillé Une pendant bonne partie de la nuit. une bonne partie de la nuit et il faisait chaud, hein? Ouais, cette nuit, il faisait chaud. Il faisait chaud à Montréal. Là, je peux vous le dire, là, j'avais un peu de mal à dormir. Là. Donc, il faisait chaud et les mécaniciens ont travaillé dur pour remettre la Haas Rich Energy en un morceau. Puis là, même si ça s'est bien passé, là, même s'il il a complété la course, là, et que ça n'a pas été bien, là, il fallait que Magnussen soit un peu plus reconnaissant. Mm. Je comprends sur le coup du moment, là, tu peux être en colère, mais ne blâme pas ceux qui ont des familles, ceux qui travaillent des heures et des heures de plus pour te permettre de disputer 70 tours. Bon, 70, bon, on va dire 68 parce qu'il a fini à 2 tours du meneur. Mm. Mais quand même, calme-toi un peu. Ouais. Calme-toi un peu, mais je dois dire encore une fois, bravo à Gunther Steiner d'avoir mis les points sur les i et les barres sur Ben, les t. c'est le rôle d'un directeur sportif, hein? Ouais. C'est normal. Ouais, exactement. Et pour compléter, on va parler de Williams. Petite victoire, parce que George Russell finit devant Magnussen, je crois, Ouais, devant Magnussen et devant son copilote. son coéquipier, ouais. Russell, lui aussi, premier Grand Prix à Montréal. Mhm. Il a bien fait, un bon départ aussi, même si il y a eu Albon et Grosjean qui se sont retrouvés hors du cadre, et une Alfa Romeo aussi. Mhm. Mais ça a été solide. J'ai rien à redire pour Russell. Sa deuxième meilleure course de l'année après Monaco. Mm. Mais quant à Robert Kubica, bon, première présence depuis le Grand Prix du Canada 2010.
Ouais, j'ai Un peu déçu. un peu déçu, mais fallait s'y attendre. Ouais. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de partisans polonais sur le circuit Jules Villeneuve. Il y avait beaucoup de drapeaux de la Pologne. Je les ai vus. Et là, même si ils ont pu voir la voiture, ils ont pu voir leur héros, je pense qu'ils auraient aimé ça, avoir une meilleure performance de la part de leurs favoris. Donc, tu ne pouvais pas t'attendre à grand-chose, mais la petite victoire, c'est qu'ils ont obtenu le meilleur arrêt au puits avec 2 secondes. S'ils sont rapides dans quelque chose, c'est bien les arrêts au but. Exactement. Donc, on a fait le tour des 10 écuries. On a fait le tour des pilotes, c'est On ce a qui fait- complète la réévaluation. Exactement. De notre... disons, ça a été un épisode plutôt émotif. Ben oui, ben oui. Donc, J'en pleure. oh, j'en pleure. Mais avant tout, on va vous donner le classement des pilotes et des écuries. Mhm. Donc, Lewis Hamilton, comme on l'a dit, accentue son avance. Il a 162 points, soit 29 de plus que Valtteri Bottas. Mhm. Sébastien Vettel maintenant à 100 points. Max Verstappen en a 88 et Charles Leclerc 72. Au championnat des constructeurs, Mercedes maintenant compte 295 points. Ferrari 72, Red Bull 124. 124. Et dans la lutte pour la 4e place, la fameuse bataille pour le meilleur des autres, Renault, avec leur magnifique 6e et 7e place, se retrouve maintenant à 2 points de McLaren. McLaren en compte 30. Et Renault, 28. Et Racing Point a 2 points d'avance sur Toro Rosso, 3 sur Haas et 6 sur Alfa Romeo. La prochaine épreuve, on retourne dans le vieux continent en Europe. Ce sera le Grand Prix de France disputé sur le circuit de Paul Ricard. Et c'est ce qui va compléter en fait l'épisode du Bulletin F1, l'épisode numéro 8. Si vous voulez continuer à débattre sur le fameux incident Hamilton-Vettel, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, le bulletin F1, LEBULLETIN F1, ou sur Facebook, facebook.com/bulletin F1. Le bulletin de notes du Grand Prix du Canada sera en ligne cette semaine. Et évidemment, nous, on va se retrouver... Brian, tu seras là dans 2 semaines, pour le Grand Prix de France. Moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour parler un peu d'actualité, puis aussi de la W Series qui avait eu lieu cette fin de semaine. Donc, on va revenir là-dessus dans la section En route vers la F1. La balado-diffusion sera disponible effectivement sur toutes vos plateformes disponibles, ainsi que sur Balado Québec et sur le site bulletinf1.com. Alors, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Je suis votre animateur Abdou Sall. Et Brian Ouimet. Mon co-animateur. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1 et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là